Est-ce qu'il y a des bourses pour les filles? En ingénierie, il y a tellement peu de filles que vous avez des bourses mais illimitées. Est-ce que c'est un programme qui est relativement difficile? Génie logiciel, c'est le programme où il y a le plus de drop-out. Est-ce que c'est facile de se trouver un emploi? C'est plus autant accessible qu'avant. Vu que tu avais le diplôme, c'était assez. Maintenant, non. Amine Daman, je suis étudiant en première année en bac en génie logiciel à ETS. Je me voyais passer ma vie devant un ordinateur parce que je le faisais déjà. T'as la porte d'entrée en faisant du réseautage. Tu peux avoir le meilleur réseautage, mais si t'es nul, ça va se voir. Est-ce que c'est facile de se faire des potes? C'est vraiment le nerd qui est un peu dans son coin. Il y a des spécimens qui sont comme ça dans mes classes. Mais ces gens-là, ils vont quand même se retrouver à devoir sociabiliser. C'est qui les élèves qui réussissent le mieux dans le programme? C'est les gens qui acceptent que ça devienne leur vie parce qu'ils aiment ça. Bonjour à tous les étudiants et bienvenue dans cet nouvel épisode du podcast. Dans cet épisode, on va aborder le programme de génie logiciel à l'université de ETS. Amine, est-ce que tu voudrais te présenter? Ok, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Amine Daman, je suis étudiant en première année en bac en génie logiciel à ETS. Je suis notamment passé, pour entrer à l'ETS, je suis notamment passé par le cheminement universitaire en technologie, car j'avais fait sciences nat au cégep directement. Est-ce que tu peux un peu me parler de ton expérience au cégep? L'expérience au cégep, elle était quand même, je dirais qu'elle était tout de même tranquille. J'ai fait sciences de la nature. Profil passe-partout à collège antique. Moi, dès que je suis rentré au cégep, je savais déjà que je voulais faire génie logiciel. J'ai juste pris sciences nature au cas où je voulais changer d'avis, mais finalement, vu que je suis en génie, je n'ai pas tant changé d'avis. Donc vraiment, donc quand j'étais au cégep, j'ai vraiment visé juste le minimum pour pouvoir intégrer génie logiciel. Donc je me contentais juste de passer mes cours, d'assurer de bien comprendre mes cours, puis voilà exactement, ça se résume plus à ça. J'ai fait mon cégep en 2 ans. J'ai fait les cours de bio, les cours de chimie, les cours de physique, même les cours de chimie et de bio dont j'en avais pas besoin, je les ai tout de même fait. Mais c'est pas grave, ça reste que c'est de l'expérience et je trouve que maintenant, le fait d'avoir pu apprendre, puis m'intéresser sur des choses qui forcément m'intéressent pas, au moins ça m'a développé une certaine discipline pour étudier. Ok, on va retourner un peu par rapport au secondaire. Est-ce que tu peux me parler un peu, c'était quoi ton caractère lorsque tu étais aux études? Puis est-ce que tu étais dans l'ambiance de rentrer dans le bac à ETS et de devenir un futur ingénieur? Ok. Moi, faut savoir que genre, je vise l'université depuis que j'ai commencé mes études et surtout, notamment à cause de la pression parentale. Quand même, quand tes parents te disent qu'on est venu ici au Canada pour te donner toutes les chances possibles, c'est sûr que tu vas essayer de prendre toutes les chances devant toi, notamment celle de partir à l'université. Donc, j'avais fait un bac. Donc depuis tout petit, je voulais viser aller à l'université. Je ne savais pas encore dans quel programme. Puis au fil des années, je m'intéressais plus aux ordinateurs en tant que tel. Au début, j'avais commencé à faire des petits montages et tout. De base, j'allais partir vraiment vers une option cinéma, vraiment parce que j'aimais tout ce qui était faire des vidéos et tout. Finalement, je réalisais que c'était pas tant la carrière qui m'intéressait le plus parce que je trouvais qu'il y avait plus. Parce que moi, ce qui m'intéresse dans tout ce qui est genre cinéma, vidéo, photo, c'est vraiment le côté technique que le côté, on va dire, genre, comment dire, genre le côté artistique de la chose. Donc au final, je me suis orienté vers un truc beaucoup plus technique, c'était l'informatique, la programmation. Je me voyais passer ma vie devant un ordinateur parce que je le faisais déjà. Je passais mes heures à soit jouer à des jeux vidéo, soit essayer de trouver des manières pour avoir les jeux gratuitement parce que les jeux c'est cher aussi, tu vois. Et mes parents ne pouvaient pas se permettre. Donc le fait d'avoir pu passer par plusieurs choses, genre essayer soit essayer d'avoir des logiciels gratuitement, ça m'a poussé les portes, ça m'a poussé à m'intéresser pour pour m'intéresser au domaine informatique. Puis après, ça m'a poussé à m'intéresser pour la programmation parce que je trouve que on réalise pas la puissance la puissance de nos outils informatiques. Moi, je trouve que tout ce que ça soit des Mac ou bien nos téléphones, qu'on les utilise vraiment pas à leur pleine capacité. Puis moi, genre, je me suis dit que un jour, j'aimerais bien utiliser mon ordinateur à toute capacité. Et qu'est-ce que ça veut dire par là? C'est de l'utiliser pour pratiquement tout et n'importe quoi. Puis moi, c'est ça ce qui m'a poussé à m'intéresser à l'informatique, à l'informatique, à computer science, puis éventuellement au software engineering, génie logiciel.
Si on commence à parler un peu de sciences nat, est-ce que tu peux me dire c'est quoi les préalables que tu as dû faire pour rentrer dans le programme? Ben, les préalables sont quand même connus de tous, mais on les répète. On va pas assez les répéter. Ben, en quatrième secondaire, j'ai fait ben, sciences fortes, maths fortes. Donc maths c'est 4 SN et sciences avec c'est SN plus STE si je me trompe pas. Et en secondaire 5 c'était toutes les cours. Donc c'était ben, maths 5 de SN plus physique chimique et plus physique et chimie. Voilà. Donc Est-ce que d'après toi, la plupart des étudiants qui vont dans ce programme finissent dans les débouchés de tout ce qui est école d'ingénieur ou il y a d'autres possibilités? ben, le truc avec je trouve, le truc avec Sciences de la Nature, je trouve que c'est vraiment le truc qui va te permettre d'être accepté un peu partout. C'est vraiment genre, c'est le chemin le plus dur, mais c'est en même temps le chemin qui t'ouvre toutes les portes possibles. Car j'ai quand même, car je n'ai pas été seul à partir en Sciences de la Nature. Il y avait, je pense, tout mon groupe de potes était en sciences de la nature. Et genre, il y en a certains, certes, il y en a qui ont fini en génie, d'autres qui ont fini en médecine, d'autres qui sont en bio, d'autres qui sont en biochimie. Mais j'en connais d'autres qui ont fait directement école de commerce juste après, ou bien qu'ils ont fait droit. Donc je trouve que ça t'ouvre des portes qu'au final, certes peut-être acquérir de connaissances que tu vas pas forcément utiliser dans d'autres domaines, mais ça t'ouvre quand même assez de portes. Si on parle juste par faire des études, genre par opportunité, par opportunisme, et non pas juste par but d'apprendre. Si tu cherches vraiment à te créer des opportunités, oui, là va en sens de la nature. C'est sûr que ça va être dur. Genre, vraiment enchaîner mécanique, électricité, magnétisme, ondes, plus tous les cours de maths qui vont avec. Quand tu sors fraîchement du secondaire, c'est pas la mer à boire. Mais ça reste que c'est une option. Ok, si vous voulez vous ouvrir toutes les portes possibles, partez en sens de la nature. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Est-ce que c'est un programme que tu trouves il t'a aidé à te préparer à là où est-ce que tu en es maintenant? Ouais, parce que je trouve que la charge de travail qu'on donne au sens de la nature, c'est une charge de travail tellement grande que, qu'au final, si tu t'es habitué à cette charge de travail, arriver à l'université, tu vas trouver ça, comment je dirais, genre, plus simple. Je vais m'expliquer sur ce point-là, parce qu'il faut savoir que quand tu rentres au cégep, tu es dans un programme, tu as les cours généraux, français, anglais, philo, éduc, plus tu as t'as tes cours de programme. Et le truc, c'est que genre, le fait d'avoir ces 8 cours-là, que tu dois te coltiner pendant une semaine, ces 8 cours-là, et devoir toujours bah, s'adapter à ces cours-là et tout. Arriver à l'université, où tu te retrouves, tu n'as que 4 cours, même si c'est des 4 cours qui sont beaucoup plus chargés comparé aux 8 cours. Au final, le fait que tu fais 4 cours, et ces 4 cours dans des domaines qui t'intéressent, donc c'est des domaines que, que tu aurais étudié vu que tu as choisi d'étudier ça, tu vas trouver ça beaucoup plus simple parce qu'au final, genre, quand tu as fait sciences dans la nature, tu avais déjà tes cours qui t'intéressaient, plus des cours, vas-y, qui étaient quand même des cours généraux, mais c'était pas les cours les plus intéressants qui existent. Donc, au final, ça te forge genre, genre, ça te forge une discipline de travail, puis cette discipline de travail, elle va t'aider plus tard pour l'université et tout. Est-ce que tu peux un peu m'expliquer c'est quoi en fait c'est quoi ETS? Ok, ben ETS, c'est un acronyme pour École de technologie supérieure. Et en gros, ETS, c'est une université qui possède beaucoup plus des programmes de génie, que ce soit génie mécanique, génie électrique, génie logiciel, génie civil, ou comme on l'appelle à ETS, génie de la construction, génie aérospatial, génie de la production automatisée ou bien génie industriel. Les deux, c'est deux noms différents pour la même chose. Tu as génie des opérations et logistique, lui, c'est beaucoup plus un génie pour, ça le dit dans le nom, donc tout c'est opérations et logistique. Donc ça veut dire, imaginons une personne, j'ai quand même des amis qui étudient dans ça, et en gros, pour expliquer génie, opérations et logistique, c'est très simple. Imaginons que là, par exemple, il y a la Coupe du Monde qui arrive. Là, pour la Coupe du Monde, il faut vendre des billets, il faut s'assurer que que les files d'attente ne soient pas si longues, il faut faire les check-ups, il faut faire les check-ups de sécurité. Ben, toute cette organisation, elle va être faite par une personne qui est en génie des opérations et logistiques. Donc il va étudier sur les files d'attente, quelles files d'attente sont les plus optimisées. Donc c'est vraiment un génie, pas comme les autres, c'est un génie qui est beaucoup plus, c'est un génie qui est beaucoup plus basé sur sur l'humain, puis sur tout ce qui est interaction humaine et tout. Donc, Ok. par exemple, genre pour les festivals,
Genre, quand on va dire, il y a un festival qui s'organise, comment on s'organise pour placer la scène, par où est-ce que les gens ils doivent rentrer, etc. Tout ça, c'est le travail d'une personne en génie des opérations et logistique. Je termine sur Stat, j'ai envie de devenir ingénieur. Par quelle université je peux passer pour aller vers ce parcours? Ok, imaginons que vous êtes en sciences nat et que vous voulez devenir ingénieur, vous avez plusieurs choix devant vous. Donc, vous pouvez partir à soit Polytechnique de Montréal, qui est affilié à l'Université de Montréal, McGill, Concordia aussi. Vous pouvez aussi aller à l'Université Chabot. Pratiquement la plupart des universités. euh, euh, mais il faut savoir qu'il y a notamment ETS. Mais par contre, une particularité pour ETS, il faut savoir que ETS, euh, ils acceptent généralement les gens qui font une technique. Donc, tous les gens qui ont fait une technique en génie civil, technique en génie logiciel, technique en génie industriel, la plupart, ces personnes-là vont plus s'orienter vers ETS et ils vont rentrer directement dans le bac. Quand tu es une personne qui vient de sciences de la nature, tu vas faire ce qu'on appelle un cheminement universitaire en technologie. C'est un certificat d'1 an, genre certificat plus certificat entre guillemets année préparatoire, qui va te préparer pour entrer au baccalauréat afin d'être au même niveau que des gens qui ont été en technique de génie logiciel ou bien en technique en génie mécanique. Parce que ETS, la manière comment ça fonctionne comparé aux autres universités, c'est que c'est beaucoup de pratique. Donc c'est vrai, donc on base beaucoup l'apprentissage sur l'aspect pratique. Donc si je donne un exemple d'horaire, par exemple mon horaire c'est, euh, on va dire mon horaire pour le lundi, je vais avoir 3 heures de cours théoriques et mardi je vais avoir 3 heures de cours pratiques et ce pour tous les cours, que ce soit des cours de physique, des cours de chimie ou bien que ce soit des cours de physique, des cours de chimie, des cours de maths ou bien des cours de programmation. Donc c'est vraiment ça marche comme ça. Donc, tu as 3 cours de théorique et 3 cours de pratique où, où les labos ils auront leur importance majeure. Donc, c'est très important de bien réussir ces labos et aussi très important de bien réussir la théorie. Donc, C'est quoi les grandes majeures différences entre le programme à Poly puis à ETS? ok. Premièrement, il faut savoir je compare génie logiciel à Poly puis génie logiciel à ETS. Il faut savoir que génie logiciel à ETS, ça vient avec le régime coop. C'est quoi? Vous allez me dire, ouais, c'est quoi ça le régime coop? C'est très simple. C'est le régime coop, il va inclure trois stages obligatoires qui vont être crédités. Donc, autrement dit, pour valider votre année, vous devez avoir 3 stages obligatoirement. Mais ne vous inquiétez pas, il y a tout un système derrière pour vous aider à avoir des stages. Il y a le système de. Il y a genre tout un système pour avoir les stages. Par exemple, il y a le système de stage et entrevue, où est-ce que c'est sur une seule plateforme, ça s'appelle les placements flex. Donc, c'est l'école qui a des contrats avec d'autres compagnies et ils vont s'assurer de donner les contrats aux élèves de ETS. Donc ça, c'est parce que c'est pour aider les étudiants ETS de trouver leur stage. Comme tu peux faire ce qu'on appelle une recherche personnelle, c'est juste appliquer sur Indeed de la même manière que tu appliquerais à n'importe quel travail. Comparé à Poly, où est-ce que tu as juste un seul stage à valider. Et il faut savoir que une deuxième des grandes différences, c'est qu'à Poly, l'approche, elle est beaucoup plus théorique. Euh, Autrement dit, on va beaucoup plus genre, avoir des cours théoriques, apprendre sur les fondements qui se cachent euh, derrière computer science, beaucoup plus que l'aspect pratique. Donc tout ça c'est vraiment, ça va de soi. Si vous êtes une personne, vous savez que vous apprenez beaucoup plus de la manière pratique, vous pouvez vous orienter vers Poly. Et si vous êtes la manière théorique, pardon, vous pouvez vous orienter vers Poly. Et si vous êtes beaucoup plus pratique, genre vous devez travailler pour apprendre, euh, orientez-vous vers ETS. Mais après, moi, ce que je recommande, c'est pour génie logiciel, et, et exclusivement, je trouve, pour génie logiciel, vaut beaucoup plus s'orienter vers la pratique que vers la théorie. Car génie logiciel, tu peux avoir toute la théorie de la planète Terre, ça ne va pas faire de toi un bon programmeur. Programmer, c'est de la même manière que d'être forgeron. C'est en forgeant qu'on devient forgeron directement. Donc, c'est en programmant qu'on devient programmeur. Là, pour tout ce qui est préalable, c'est quoi les préalables pour entrer en génie logiciel dans le programme à ETS? Euh, les préalables, à partir du moment que tu fais à partir du moment que tu fais sciences de la nature, il n'y a pas tant de préalables.
le seul préalable, c'est de faire le CUT, que le cheminement universitaire en technologie. À Polytechnique, ça va être vraiment faire sciences de la nature, sciences informatiques et mathématiques. En même temps, ça fait du sens. Par contre, ce qu'il faut savoir quand vous rentrez à ETS et que vous avez fait sciences de la nature, vous pouvez créditer, certains cours, notamment calcul différentiel et intégral. Au cégep, c'est 2 cours, mais à l'université, c'est un seul cours. Euh, Chimie, électricité et magnétisme et ondes et physique moderne. Et il y a d'autres cours aussi, ça va forcément dépendre. Ça va forcément dépendre du programme. Là, je parle vraiment pour génie logiciel. Ça va être ces 4 cours-là que vous pouvez créditer. Euh, Maths 145, ça veut dire que c'est calcul différentiel et calcul intégral. Ils peuvent être crédités automatiquement si vous avez une cote R de 27,5 et plus. Donc, autrement dit, vous n'avez même pas besoin de passer un examen d'équivalence pour les créditer. Tandis que pour les 3 autres, vous devez obligatoirement passer un examen d'équivalence pour les faire créditer. Donc, si vous vous sentez assez courageux pour remettre les pieds en électricité et magnétisme, alors que ça fait 2 ans que vous n'avez pas touché ne serait-ce qu'un seul cahier de électricité et magnétisme, premièrement, je vous dirais félicitations. Et de deux, bon courage. Ouais. Donc là, quand tu dis crédité, pour ceux qui ne comprennent pas en fait le concept, c'est tu fais un cours au cégep, tu le réussis. Si tu as plus que 27 de quotaire dans certains cours. Pas dans certains cours. Si tu as 27 de quotaire de moyenne globale, Okay. Ce cours-là, il va être automatiquement crédité. Autrement dit, tu n'as pas besoin de le refaire et tu gagnes les crédits à l'université. Donc si je fais calcul intégral en sciences nat au cégep, j'ai pas besoin de le refaire à ETS. Exactement. Ok. Puis si je ne l'ai pas fait au cégep, je dois le refaire, c'est ça? Si vous ne l'avez pas fait au cégep, vous le faites directement à ETS. Il y a déjà le cours là-bas directement. Ça va être le cours en première session. Là, tout à l'heure, j'ai parlé avec justement un étudiant en génie civil qui faisait la technique. Puis lui aussi, il s'oriente vers ETS. Et en gros, c'est un cheminement dont tu parlais. Mais pour entrer à ETS, ce qui est vraiment un très gros avantage par rapport à Poly, c'est que, il n'y a pas de quotaire techniquement. Le minimum, c'est 19, on va dire, la quotaire. Mais comme tu n'as pas besoin vraiment de quotaire pour entrer à ETS, tant que tu fais les cours qu'eux, ils demandent, tu as une quotaire relativement normale, qui fait du sens. Mais si en plus tu viens d'une technique, tu es automatiquement quasiment rentré à ETS. Puis ce qui est bien, c'est que... automatiquement dans le baccalauréat. C'est ça, dans le baccalauréat à ETS. Puis par rapport à certaines techniques, si c'est 2 liens qui sont quasiment la même chose, tu peux réussir à te faire créditer des cours qui sont, si tu es dans le même domaine, tu fais la technique en génie civil, après tu vas faire le bac en génie civil, tu peux réussir à créditer des cours. Et dans le bac cours. En génie civil, tu vas pour faire un comparatif, on va dire d'une personne qui est en sciences de la nature, l'autre qui est en technique. Une personne qui est en technique, il va faire 3 ans, il va entrer directement dans le bac, mais il va faire les cours de calcul intégral, de électricité, de ondes. Tandis qu'une personne qui arrive en sciences nat, il a déjà fait ces cours-là, mais il va faire une année de préparation. Une année de préparation pour qu'il soit à peu près au même niveau que les gens qui ont déjà fait une technique. Voilà, tout simplement. Puis, on a vite sauté sur le sujet, mais est-ce que tu peux brièvement réexpliquer c'est quoi génie logiciel? Ok. Génie logiciel, ça le dit un peu dans le terme. Quand tu es ingénieur logiciel, ton but c'est de développer des logiciels. Développer des logiciels, ça ne veut pas dire seulement programmer. Il y a plein d'autres facteurs qui sont liés par rapport à ça. Et c'est pas parce que tu as juste gradué en ingénierie logicielle que forcément tu vas devenir que développeur. Il y a plein d'autres emplois qui peuvent être liés au génie logiciel. Donc ça, c'est une très grande précision à faire parce quand on pense à génie logiciel, on pense vraiment juste personne qui est derrière, qui fait que programmer dans sa tête, alors qui fait que programmer, qui sait tout de sa tête, pas du tout. Une personne en génie logiciel va vraiment utiliser les outils qu'il a autour de lui pour développer un logiciel et que ce logiciel il soit maintenable et et qu'en plus on peut qu'il soit maintenable et qu'on peut améliorer avec le temps. Voilà. Donc c'est qu'il soit maintenable, qu'on peut améliorer avec le temps et qu'il est surtout, on dit qu'il est scalable. Autrement dit qu'il peut être déployé sur plusieurs appareils en même temps et tout. Génie logiciel, en fait, c'est vraiment tout ce qui est codage. Est-ce que avant de rentrer dans le bac, tu dois savoir coder? Pas forcément. Parce que quand même, quand tu rentres en génie logiciel, tu as quand même des cours de programmation. Mais comme j'ai dit, vraiment, la programmation, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu as un seul cours. Tu comprends
tu comprends beaucoup plus la logique derrière. Et le reste, ça va vraiment venir, je dirais pas tout seul, mais genre, je dirais, et le reste, ça va vraiment dépendre de toi-même. D'accord? Donc, je vais expliquer. Par exemple, quand tu vas rentrer en génie logiciel, tu n'as aucune expérience en programmation. Tu vas avoir ton premier cours de programmation. Généralement, ça va être. Si vous êtes à Poly, généralement, ça va être un cours en Python. C'est vraiment la base de chez base pour qu'on apprenne les bases de la programmation. À ETS, c'est INF 155, qui est le cours de. Ça, je parle si vraiment vous avez fait zéro programmation, ça veut dire que vous n'avez pas fait une technique et que vous êtes et que vous rentrez à ETS, vous faites le cheminement universitaire. Premier cours que vous allez avoir, ça s'appelle IN 955, euh, c'est Introduction à la programmation. Et dans ce cours-là, ce que je trouve qui est très bien, c'est qu'on le fait en C et en C++. Il faut savoir que C, c'est le plus ancien langage de programmation le plus ancien. Un, un des plus anciens langages de programmation qui existe, ça a été sorti en 1972. Et, et le fait d'apprendre la base de la programmation avec celui-là, ça te construit des bases, ça se construit assez de bases pour comprendre les autres langages de programmation. Car il faut savoir que là, je vais rentrer un peu dans l'aspect technique. J'espère que ça va pas, je vais pas choquer des gens. En gros, il faut savoir que C est ce qu'on appelle un langage de bas niveau. Autrement dit, il faut savoir que votre ordinateur, quand vous l'utilisez, il communique avec des pièces électroniques. D'accord? Donc, par exemple, vous, quand vous écrivez un texte, pour que le texte soit affiché sur l'écran, il faut qu'il envoie une requête au processeur par des chocs électriques, puis que ça renvoie, c'est l'électronique en général. Donc, c'est comme ça que ça marche. Et le but, c'est que pour faire le pont, il y a les langages de programmation, après, il y a les compilateurs, après, il y a les 0 et les 1, comme quand on s'imagine génie logiciel en général. Puis là, les 0 et les 1, c'est des instructions qui vont arriver au processeur. Et en gros, le but, c'est de faire le pont entre la communication électronique et l'affichage visuel, comme vous pouvez voir sur vos écrans ou bien vos téléphones. D'accord? Il faut savoir que le C, et en gros, plus un langage est proche du langage du processeur, plus on va dire qu'il est bas niveau, et plus le langage est proche du langage humain. Donc, quand tu lis le code, tu peux lire, c'est limite de l'anglais. Là, on dit que plus qu'il est haut niveau. D'accord? Le fait de commencer à apprendre par le langage bas niveau, au moins tu apprends des bases sur tout ce qui est allocation de mémoire, sur des petits trucs que quand tu programmes en langage de haut niveau, tu n'y prêtes pas attention. Parce que c'est des choses qui se font dans le background, parce que toi, tu t'occupes juste de afficher un message, par exemple. Mais le fait de commencer au bas niveau, et encore heureusement, c'est pas de l'assembly, on parle vraiment du C, c'est vraiment un langage qui est vraiment, il fait très bien le pont entre langage humain, on va dire anglais par exemple, et le, et le code machine, donc les 0 et les 1. Donc le fait de commencer par C, ça donne une très bonne base pour comprendre le reste, pour comprendre les autres langages, et ça fait en sorte que les autres langages, tu les apprends beaucoup plus facilement. Voyez-le de la même manière que quand une personne elle va apprendre le latin pour apprendre plus facilement les autres langues. C'est vraiment ça. Ok. Donc, vous pouvez faire le choix d'apprendre directement une autre langue, mais si vous faites le choix qui est très compliqué d'apprendre le latin, ça va être beaucoup plus facile d'apprendre les autres langues. Vraiment, ça serait ça la bonne analogie, la bonne image. Est-ce que quand tu es passé de Sciences Nat à l'année préparatoire, est-ce qu'il y avait une grosse différence de charge de travail à faire? Une, une grosse différence de charge de travail, oui, mais dans le positif. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que au cégep, tu devais il y avait des cours où tu n'avais aucun intérêt, où tu ne voulais forcément pas les faire, euh, où tu n'avais vraiment aucun intérêt, tu devais te coltiner à les faire quand même. Je parle de français, philo, tout ce tralala. Et devoir passer à 4 cours, mais est-ce que c'est des 4 cours dans un domaine qui t'intéresse, ça fait un changement fou. Limite, genre, je pense que certes, peut-être la charge de travail, elle était la même, mais tellement j'aime ce que je fais, tu le sens pas. Donc, genre, limite, j'y prends un plaisir quand j'étudie, je me dis que j'avance, c'est cool, c'est très intéressant. C'est un peu stéréotypé, mais est-ce que dans tous tes cours, on voit que des maths? Ouais, quand même. Parce que faut savoir que
les mathématiques, surtout en génie logiciel, c'est littéralement la base de tout. Et surtout, surtout que vous allez voir des maths qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc, enfin, forcément, par exemple, si je peux citer des cours de maths, notamment un cours que j'ai en ce moment, c'est logique et maths discrètes. Donc, c'est vraiment des mathématiques complètement à part, où tu utilises la cryptographie, où t'apprends les maths sous une autre manière et tu apprends surtout comment bien utiliser les mathématiques dans plusieurs contextes. Par exemple, je peux donner un exemple. Quand tu vas faire de la physique, tu vas beaucoup utiliser tes maths. Donc, quand, donc ça va être les maths, ça va être vraiment la base de tout. Donc, vraiment, faut aimer les maths, je vous le dis. Combien d'heures à peu près d'études tu consacrais quand tu étais à l'année préparatoire versus maintenant que tu es en première année? Ben, en vérité, c'est le même nombre d'heures, je dirais. Ça, En vérité, je dirais quand même ouais, c'est le même nombre d'heures. Je consacre environ. Après, c'est vraiment une méthode que j'utilise qui est vraiment qui est très efficace. C'est que quand vous rentrez à l'université, ce que je vous recommande, c'est que dès que vous finissez un cours, sortez du cours et tout, passez 30 minutes, une petite trentaine de minutes pour revoir ce que vous avez fait dans le cours. Pas forcément, genre, étudier, genre, revoir. Soit faire deux trois exercices, un seul exercice. Vraiment, un petit 15 30 minutes, ça va être assez pour pour tout le long. Parce qu'après ça, arriver à la session d'examen, ça va être tranquille. Genre, parce que vu que vous aurez déjà acquis certains trucs, il y aura des choses qui vont être faites beaucoup plus efficacement. Puis quand vous allez étudier, que vous allez avoir genre des sessions d'études, ça va être vraiment des 2 3 heures. Et encore, ce que je recommande aussi, c'est d'utiliser la technique du Pomodoro. Tu sais, c'est quoi Ouais, bien sûr. Ok, on leur explique. Ouais, Voilà. vas-y. Pour vous expliquer la technique du Pomodoro, c'est très simple. Vous avez un minuteur, vous faites 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. Et quand on dit 5 minutes de pause, c'est pas 5 minutes de pause sur le téléphone, vraiment 5 minutes de pause. Ok, 25, 5, 25, 5. Vous faites ça 4 fois. Quand vous avez fini le quatrième cycle, là, vous prenez une pause vous Une heure? prenez de 10 minutes, je pense. Ouais. 10 minutes? Ouais, 10. Moi, je mets 10. Ah, moi je prends 1 heure. Une- Ah ouais, moi c'est Mais bon. généralement si vous faites 4 cycles, je pense que vous avez déjà fini tout ce que vous avez à faire. Je vous dis, c'est très efficace la technique du Pomodoro pour optimiser le temps pour les études. Puis il y a plein d'applications qui existent, donc tu n'es pas obligé de juste aller sur ton minuteur de téléphone. Je sais qu'il y avait des gens qui faisaient ça, genre un minuteur de 25 minutes, Ouais. mais il y a plein d'applications qui Ouais. existent. Puis moi je vois genre, tu sais, il y a des applications qui font en sorte que tu deviens un peu addictif au fait de faire Pomodoro. Genre moi j'avais une application, ça fait comme un potager, genre à chaque fois que tu étudies, ça rajoute des plantes. Du coup, Ouais. genre j'étais devenue Moi, addict, hein. c'est un site en particulier, c'est studywithme.io. Je vous le recommande. Il y a de la musique lofi qui passe. Tu mets le minuteur, tu travailles, tu fais ce que tu as à faire et voilà, c'est bon. Moi, je vous dis, studywithme.io, technique Pomodoro, ça va vous aider. Vous allez très loin avec ça. Est-ce que durant ton année préparatoire, puis maintenant, vous avez la même quantité de cours à faire? Ouais, bah en vrai, parce que ce qu'il faut comprendre avec l'année préparatoire, c'est que c'est vraiment de la programmation. Donc, ce que tu vas te retrouver à faire, c'est euh, que programmer. J'avais quoi? J'avais 4 cours. Les 4 cours, c'était que de la programmation. Ben, j'avais programmation en C, programmation en assembly, l'enfer. Euh, Après, c'était technologie environnementale, si je ne me trompe pas, téléchargé en 97. Et il y avait sa technologie environnementale. Puis il y avait TCH 013, je me rappelle plus c'est quoi le nom du cours, mais c'était un cours où on étudiait beaucoup plus les circuits, où tu essayais de faire genre plusieurs circuits pour atteindre certains buts. Puis ça t'apprenait un peu la logique derrière. Donc ça t'initiait aussi au génie des productions automatisées. Voilà. Donc Donc, par session, tu as à peu près combien de cours? ben, pour le CUT, vous allez avoir 5 cours par session, vous n'avez pas le choix. Donc ça va être vraiment 5 cours. 5 cours la session d'automne, 5 cours la saison d'hiver, puis après vous allez pouvoir directement rentrer dans le bac. Puis en gros, est-ce que c'est des cours qui sont imposés ou je peux décider d'enlever des cours? Non, ces cours-là, c'est des cours imposés. Vous devez passer tous ces cours-là. Et après, là, vous pouvez choisir les cours. Genre, après, ça va dépendre parce que quand vous allez rentrer dans le bac, il y aura si vous voulez faire certains cours, il faut des préalables. Ça fait du sens parce que tu vas pas arriver euh, en data structure et algorithm si tu n'as jamais programmé de ta vie. Tu vas pas commencer à étudier sur
les structures de données et algorithmes. Voilà, j'ai dit le nom français là. Est-ce que quand tu Donc, fais l'année préparatoire, ça t'ouvre les portes à tous les programmes de génie à ETS ou c'est pour un programme en particulier? oui, c'est ça ce qu'il faut savoir aussi. Je vais mettre la note dessus. En gros, il faut savoir que quand tu rentres dans le CUT, tu as quatre profils que tu peux choisir. Tu as profil construction, profil mécanique, profil électrique, profil informatique. Mais profil électrique et informatique, ça se rejoint quand même. Donc, c'est très bien. Mais il faut choisir un de ces quatre profils. Donc, quand vous rentrez à ETS, au moins vous rentrez avec l'idée de ce que vous voulez faire. Donc, si vous voulez faire mécanique, partez en mécanique. Si vous voulez faire électrique, vous pouvez faire électrique, etc., etc. Puis là, par exemple, toi, avant de faire donc génie logiciel, tu as fait ton année préparatoire. Dès que tu la termines, tu l'as réussi, tu es automatiquement admis à le bac. Au baccalauréat, oui. Ok. Ben, en gros, quand tu viens pour t'inscrire, tu t'inscris pour le bac, ils vont te dire oui, tu es admis, on va t'inscrire au CUT. Et quand tu es inscrit au CUT, là, ils vont t'admettre directement dans le bac. Ok, donc il n'y a pas de GPA, il n'y a pas de moyenne à avoir en tant que Oui, tel. le GPA à maintenir, c'est un GPA de 2,3 sur 4,3. Mais c'est un GPA relatif. Si vous ne maintenez pas ce GPA, juste abandonnez en fait. GPA de 2,3 sur 3,3, j'en ai rarement vu des gens qui en avaient moins. Genre, c'est vraiment l'équivalent, ça serait genre maintenir un 23 de Cotter. Genre. Voilà, ce serait beaucoup plus ça. Est-ce que tu fais ton année préparatoire? Est-ce que cette année, elle est supposée te donner plus d'idées sur ce que tu vas faire dans ton programme en bac en génie? Ou c'est juste des cours qui te manquent pour te donner un peu plus d'instructions sur ce que tu vas faire durant ton bac? Pour CUT? Ouais. Ok. Bah pour CUT, ça, comme j'ai dit, c'est pour te former afin que tu sois à peu près au même niveau que les gens qui ont fait technique. Donc, tu vas vraiment avoir donc pendant un an, tu vas juste avoir des cours de programmation. Et ça des cours de programmation. Et ce que j'avais oublié de spécifier, c'est que pour valider le CUT, à la fin, tu as ce qu'on appelle le TCH de 0,99, qui est un projet d'intégration où est-ce que tu dois où est-ce que tu dois prendre en compte tout ce que tu as appris durant le CUT et de faire un projet. Ça va être vraiment, généralement, c'est beaucoup plus un site web avec une application mobile. Donc, tu dois faire un site web avec une application mobile. Vous êtes 5 dans une équipe et vous devez vous débrouiller. C'est vraiment ça. Genre, ça te forme et ça fait tout. Ça te forme, ça te fait comprendre est-ce que tu veux vraiment finir dans ça ou pas. Tu sais directement. Est-ce que, tu sais, d'après ton expérience, est-ce que toi, tu recommanderais de faire une technique au cégep et après de rentrer à ETS ou de faire Sciences Nat, année préparatoire, bac? Moi, en vrai, de vrai, ce que je recommanderais, je pense, ça serait vraiment de faire une technique plus. euh, euh, Ça, c'est vraiment si vous savez ce que vous voulez faire. Si vous savez, genre, vous êtes en secondaire 5 en ce moment, pendant qu'on vous parle, vous savez que vous voulez faire génie logiciel, vous savez que c'est le truc qui vous intéresse et tout, et que peu importe les difficultés, vous allez continuer en génie logiciel. Faites une technique, vous allez finir avec un diplôme avec lequel vous pourrez travailler, et après vous rentrez à l'université avec. Je trouve que tu sais déjà. Moi, j'étais vraiment dans une position où j'avais pas confiance en moi alors que je devais avoir confiance en moi. J'ai fait sciences de la nature, je me suis tapé des cours dans biologie 2 et chimie organique, je les cite. Voilà, chimie organique 1, je ne t'oublierai jamais. Donc vraiment ces cours-là, donc vraiment devoir se taper ces cours-là alors qu'au fond, je savais déjà ce que je voulais faire. Franchement, je recommande. Si vous savez ce que vous voulez faire, technique, si vous savez vraiment ce que vous voulez faire et que vous voulez rentrer en génie et vous voulez rentrer pour avoir l'expérience, pour avoir cet aspect pratique, technique ETS, technique ETS, bac de 4 ans, vous finissez avec un deck avec lequel vous pouvez travailler en tant que technicien, un bac avec lequel vous pouvez travailler en tant qu'ingénieur logiciel, puis après vous pouvez continuer master, doctorat si vous êtes chaud aussi. Ouais, donc c'est ça. Tout à l'heure, j'avais l'étudiant qui était justement en génie civil. Puis lui, là, maintenant, il vise ETS justement. Et l'un des gros avantages qu'il a, c'est que il a fait une technique, il a fait des stages, il a travaillé dans le domaine. Du coup, dès sa première année, en fait, dans la technique, son premier été dans la technique, il est directement parti travailler dans son champ d'études. Puis il était déjà payé à 22 $ de l'heure. Donc là, maintenant, il termine sa technique. Il a continué de évoluer, il a appris encore plus de choses et tout ça. Là, maintenant, il rentre à l'ETS. Non seulement s'il veut continuer, il veut se prendre un stage ou aller sur le marché du travail, justement, il a une expérience, il a un diplôme. Puis en plus,
s'il est dans les études d'ingénieur, ça veut dire qu'il a un gros avantage par rapport à ceux qui ont fait Sciences Nat, parce que bah, il a déjà un diplôme, il a déjà de l'expérience, il est un peu mieux payé que certains qui ont juste fait un pré-universitaire. Ouais. Et en plus, genre vraiment, c'est quelque chose qu'il faut noter. L'ingénierie, c'est pas le droit ou bien Mm. c'est pas le droit ou La c'est psycho, c'est la pas le socio. droit ou bien la psycho. Autrement dit, ce qui compte vraiment en ingénierie, c'est pas tant l'école dans laquelle tu viens, c'est vraiment ce que tu sais faire. Donc, genre, j'en ai connu des gens qui ont commencé, qui ont étudié en Algérie, ils ont fait leur ingénierie en Algérie, ils sont montés ici, ils ont fait un master, puis là, ils sont vraiment, ils ont des offres de travail de partout. T'en as- je- t'en- T'as des histoires où c'est des gens, ça c'était un peu à l'époque, euh, ça c'est durant les années 70-80 qu'il faut savoir cette histoire. En gros, il y avait un étudiant algérien qui est venu ici étudier à Polytechnique, puis c'est lui qui a développé le code ASCII. Le code ASCII, c'est pour qu'on puisse, c'est le code qui va nous permettre d'afficher des lettres sur les écrans et tout. Et lui, il avait développé le code ASCII pour la langue arabe. Il l'a fait à Polytechnique de Montréal. Oh, Ouais. Donc, ce qui compte vraiment, c'est pas ton en ingénierie, ce qui compte vraiment, c'est pas tant l'école qui l'a fait, c'est pas tant le background, c'est ce que tu sais faire sur le moment. Donc, pour ça, moi, je vous dis, c'est très important en ingénierie. Quand vous rentrez en ingénierie, c'est pas c'est pas de vous dire, ouais, je vais rentrer dans une école pour le nom, je vais rentrer dans une école pour ce qu'elle offre. Non, regardez le concret. Regardez ce que l'école fait dans le concret. Si l'école, vous voyez, si vous voyez que l'école, ils sont un peu en retard sur certains trucs, ils sont pas au courant des nouvelles technologies, laissez faire. Allez, orientez-vous, genre renseignez-vous sur votre programme, renseignez-vous sur qu'est-ce qu'il faut dans votre monde de travail, parce qu'au final, c'est votre expérience. C'est votre expérience, c'est ce que vous avez fait. Si quelqu'un, il a fait McGill, il a fait génie, on va dire qu'il a fait génie logiciel à McGill, comparé à un gars qui a fait génie logiciel dans une université dans une autre université qui est peut-être pas connue qui n'est peut-être pas connue mondialement, si le gars qui est dans l'université il a fait de meilleures choses que le gars qui est à McGill, le marché du travail va automatiquement choisir l'autre personne parce qu'elle est actuellement compétente. Donc c'est la compétence qui compte. puis aussi pour les étudiants qui sont encore au secondaire, moi j'avais comme un peu ce stéréotype quand j'étais au secondaire, ils disaient ouais, mais tu sais, si tu fais une technique c'est 3 ans, si tu fais un pré-universitaire c'est 2 ans, c'est plus rapide de faire 2 ans. Tu sais, moi personnellement, je vous recommanderais de faire une technique. Tu sais, tu touches au marché du travail, tu as déjà un goût, un avant-goût de ce que tu vas faire réellement, puis en plus tu finis avec un diplôme concrètement qui te permet d'aller travailler, mais surtout tu sais, si toi bah si tu vises génie, de toute manière, tu fais sur SNAT, ça va te durer 1 an. Tu vas devoir faire l'année préparatoire pour prendre les crédits qui te manquent. Tu vas devoir te rajouter une année. Et après ça, tu vas devoir rentrer dans le bac. Alors que les gens qui ont fait une technique, bah, ils font la technique de 3 ans. Ils ont un diplôme qui leur permet de travailler. Et en plus, ils se font créditer des cours. Et après, ils peuvent en plus faire le bac en génie. Donc, ils ont un énorme avantage par rapport aux étudiants qui font sur SNAT, Sciences Lettres et Arts et d'autres programmes qui ne sont pas dans les mêmes perspectives. Ouais. Tu voulais ajouter quelque chose? Pas forcément. Après comme je me dis que tout va dépendre pour vos programmes. En médecine, c'est sûr que c'est pas la même histoire Bien sûr. qu'en génie. Comme j'ai dit, en droit aussi, c'est pas la même chose. Si vous avez fait droit à McGill, comparé à une personne qui a fait droit à l'UQAM, la différence, ça va se voir parce que ce qui va compter vraiment, ça va être les professeurs qui a et tout. Mais comme je vous ai dit, génie, ce qui compte, c'est vous et votre savoir. On revient un peu sur le programme. Oui. Est-ce que tu peux me dire s'il y a beaucoup de travail d'équipe? Oui, travail d'équipe, il y en a beaucoup. Vous devez très bien choisir vos collègues de travail, moi je vous le dis directement. Et moi je vous le dis, genre vraiment si vous vous trouvez genre un peu timide, tout ça, faut commencer à apprendre à sociabiliser parce qu'il y a quand même il y a ce cliché de dire ouais quand une personne il est en génie logiciel ou en software engineer ou qui est en computer science en général, c'est vraiment le nerd qui est un peu dans son coin, qui fait ses petits trucs de côté. Je vais pas vous mentir, il y a des spécimens qui sont comme ça dans mes classes, tu vois. Mais est-ce que ces gens-là, mais ces gens-là, ils vont quand même se retrouver à devoir sociabiliser, car comme j'ai dit, génie logiciel, ça ne regroupe pas que la programmation. Certes, ces personnes-là, ils vont être très forts en programmation et tout, mais quand même, il y a d'autres cas à gérer à côté. C'est comme, par exemple, je vais citer des exemples.
En ce moment, j'ai mon cours de log 240, ça s'appelle le cours de test et maintenance. Et on a un labo, le labo, on a plusieurs labos, mais en gros, c'est un labo qui est étendu sur, sur toute la session un peu. En gros, le contexte du labo, c'est quoi? On a une compagnie qui s'appelle. On a une compagnie bancaire qui a une application qu'elle a fait programmer par une personne. Qu'elle a fait genre programmer par une personne. Sauf que cette personne n'a fait zéro documentation sur comment le logiciel marche, zéro documentation sur le code en général. Et notre but est zéro moyen de maintenir le logiciel. Donc ça explique de un qu'il ne faut pas juste programmer, lancer le code juste comme ça. Ça remet en matière qu'est-ce qu'on fait vraiment en tant qu'ingénieur logiciel. Ou est-ce que, donc là, notre but en ce moment, c'est vraiment de set up un wiki, faire en sorte que le logiciel est maintenable sur le long terme, revoir le code, réétudier le code pour pouvoir améliorer afin qu'il soit maintenable par une autre personne. Genre, imaginons, moi, je suis là, je programme, je fais mon programme. Si une autre personne, un autre ingénieur, il vient, il regarde mon code et qu'il voit qu'il y a un problème, il saura. Sinon, si il vient devant mon code, il ne sait pas parce qu'il ne sait pas qu'est-ce que chaque fonction fait. Il doit lire un par un, c'est beaucoup trop fatigant et ça n'aide pas à la cohésion de travail. Donc ça, c'est un cours vraiment qui enseigne vraiment beaucoup plus par rapport au travail d'équipe et tout. Donc ouais, le travail d'équipe est quand même très primordial, je vous dirais. Est-ce que si un programme où est-ce qu'on apprend à faire des jeux, des applications, des sites web? En vrai, tout. Parce que ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut savoir avec la programmation, c'est que genre, tu peux choisir, tu peux te spécialiser. Mais généralement, site web, application mobile, c'est le minimum que tu dois savoir faire. Généralement, une personne qui est en technique informatique, il sort de la technique informatique en sachant comment faire un site web et une application mobile. C'est pas le truc tant compliqué, mais ce qui est compliqué, c'est d'intégrer les fonctionnalités qu'on veut à l'application mobile. Donc, genre, si je suis là si je peux donner un exemple, genre, certes, tu peux créer une application mobile, mais imaginons une application mobile, elle a un but particulier. On va combiner jeu et application mobile, on va prendre Pokémon Go. Pokémon Go, il faut que ça prenne euh, le fait qu'il y a une caméra, il faut que ça prenne le fait qu'il y a une map, tout ça. Donc, ce qui va compter vraiment, c'est pas tant le fait de l'application mobile, parce que l'application mobile, elle est juste devant nous, on tourne. Ce qui va compter vraiment, c'est la logique derrière, c'est la manière comment l'utilisateur il va utiliser l'application. Donc c'est sûr. Donc, à un moment donné, c'est sûr que tu vas apprendre à tout faire ça à un moment donné, et surtout si tu te spécialises dans certains trucs. Est-ce qu'il y a des stages qui sont obligatoires dans le programme? Ouais, comme j'avais dit auparavant, si tu es dans un régime coop, ça peut être ça peut être soit à ETS, mais il y a Concordia qui l'offre aussi, le régime coop, mais c'est pas tant obligatoire, alors comparé à ETS, c'est obligatoire pour tous. Euh, Quand tu es en régime coop, tu as 3 stages obligatoires, comparé que quand tu n'es pas en régime coop, tu as un seul stage obligatoire. Et ça encore, tout va dépendre des écoles où tu vas. Est-ce que c'est difficile de se trouver un stage? Ouais, c'est parce qu'il faut savoir que Software Engineering CS, ça avait gagné une certaine hype un peu en 2019. Tout le monde voulait se faire Software Engineering car tout le monde voyait que c'était la porte facile d'entrée pour faire 100 000 dollars l'année en faisant rien. Mais le problème, c'est que ça a créé une. En gros, ça a créé une suroffre par rapport à ça. Et plus maintenant, avec l'intelligence artificielle, on n'a pas besoin de tant d'équipes pour maintenir, un logiciel. Genre, on n'a pas besoin de tant de personnes, que ce soit, soit des techniciens ou bien des personnes juste des juniors, on va dire ça comme ça. Donc, ouais, c'est quand même très difficile, mais pas impossible non plus. Et c'est là que je rentre que ce qui compte vraiment, c'est votre compétence. Le plus important, c'est de vous démarquer. Le plus important, c'est de créer le plus de projets possible à gauche, à droite. Même si c'est des projets les plus loufoques qui soient, le fait que vous créez des projets, je pense que vous vous démarquez plus que n'importe qui, genre. Est-ce que c'est un peu comme HEC? Nous, on a vraiment ce concept où est-ce que tu as la porte d'entrée en faisant du réseautage. Genre, il faut H24, aller serrer la main à tout le monde, faire la discussion. Est-ce que c'est un peu la même chose à ETS? Pas forcément, parce que certes, tu peux avoir le meilleur réseautage, mais si t'es mais si t'es nul, ça va se voir. Donc, le plus important, c'est vraiment d'avoir les compétences, parce que au final, s'ils voient que tu es là, tu arrives à produire des résultats, on s'en fout que si tu connais tel ou
telle personne. Ce qui compte vraiment, c'est la compétence en tant que telle. Puis les stages, ils se font à quel moment? Les stages, ben, généralement, je vais parler des stages pour régime coop, généralement. C'est après avoir... En gros, il faut savoir que tu dois au maximum faire 52 crédits avant que tu aies... en gros, tu as 52 crédits maximum que tu peux faire avant de faire ton premier stage. Donc, généralement, avant que tu atteignes les 52 crédits, tu commences déjà à te chercher un stage. Si tu fais un stage en plein milieu de tes 52 crédits, ça te donne encore plus de marge pour avancer. Donc, c'est vraiment à partir de la deuxième, genre troisième, quatrième session, si vous pouvez déjà avoir des stages prenez-les. Genre. Ça veut dire, à partir de la première année, tu peux pas vraiment te prendre un stage? Ben, à partir de la première année, tu peux te prendre un stage. Parce que surtout, si comme j'ai dit, si tu as le bagage qui va avec, bien évidemment, on va te donner vraiment des tâches qui vont être beaucoup plus tranquilles. Mais reste que, il faut... mais parce que comme j'ai dit, il faut avoir ce bagage-là et aussi dire je suis un étudiant et tout. Puis généralement, les premiers stages en coop, on va pas te donner les plus gros trucs à faire généralement. Mais plus tu augmentes dans le stage, plus on va te donner des choses à faire. Ça veut dire, à partir de la deuxième année, tu peux commencer à chercher un stage. Est-ce que tu dois nécessairement passer par le chemin de l'école? Genre, c'est l'école qui doit te donner un stage ou tu peux aller chercher toi-même? Comme j'ai expliqué auparavant, il y a les placements flex, qui est le chemin que l'école peut te donner et tout. Et il y a la recherche personnelle. Si vous arrivez à avoir un stage par recherche personnelle, déjà, vous êtes trop fort, bravo, donnez les techniques. Et tu peux faire en sorte de dire oui. Tu vas appliquer comme étant recherche personnelle. Oui, j'ai trouvé ce stage-là, on m'a accepté et tu peux les faire créditer comme un stage. Ou bien tu passes par... ou bien tu fais ou bien tu passes par les placements flex. Tu te réveilles le lundi à 9h du matin où tu refreshes la page pour s'assurer que tu puisses postuler à des stages et tout. Après, tu passes les entrevues, tout ça. Et les entrevues doivent être vraiment... En gros, par exemple, il y a un e-portfolio. Tu dois faire ce qu'on appelle un e-portfolio. C'est lié au placement flex. Et en gros, tu dois indiquer tes horaires d'examen parce que si tu as une entrevue, tu dois absolument pas la rater. Donc, sous aucun prétexte, voilà. Puis là, par exemple, tu fais ton stage. Est-ce que tu as la possibilité de continuer à travailler même quand tu es durant tes études avec cet emploi? Oui, généralement, ce que certaines personnes font, c'est que pendant qu'ils sont en stage, ils vont prendre des cours à côté en même temps qu'ils font leur stage. Donc, on va dire qu'ils ont leur cours de 40 heures semaine, leur stage de 40 heures semaine, mais à côté, ils vont avoir, 2 cours du soir qui vont être adaptés à leur horaire. Et voilà, et ça le fait très bien. Ça, c'est durant l'été? Ouais, Ok. généralement, si tu veux prendre un stage, c'est durant l'été, c'est là où mais il faut savoir que durant l'été, c'est là que la demande elle est la plus haute. Donc, généralement, on va dire, ouais, prends un stage en automne et aussi en hiver. Donc, c'est ça. Donc, tu peux prendre un stage quand tu veux. Tu peux prendre un stage quand tu veux, mais si tu cherches un stage spécialement pour l'été, ça va être très rempli. C'est limite rare. Rare fois que j'ai vu des gens qui sont rentrés dans un stage et ils avaient un stage en... Puis, est-ce que les stages, ils sont payés? Oui, les stages, ils sont payés. Ça commence, si je ne me trompe pas, de $22 de l'heure. Après, ça augmente petit à petit. C'est normal parce que c'est un stage. Et après, quand tu sors d'école, au moins tu as trois expériences. Puis après, ça peut t'aider par la recherche de travail. Et que surtout, si durant tes stages, tu as bien réseauté, tu as bien formé ton petit cercle de réseautage, tu peux te faire recruter vraiment à l'interne directement. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Parce que la plupart des... Parce que pour les emplois en général, ça se passe généralement à l'intérieur. 80%, c'est des trucs internes, pas des trucs internes, comment je peux dire C'est ça? en mode, tu fais ton stage, puis après, tu intègres l'entreprise. Ouais, ou bien c'est vraiment des emplois qui sont dans l'interne en général, c'est qui vont agir en guise de promotion. Au lieu de prendre une personne faire la promotion, ils peuvent intégrer d'autres personnes. Donc c'est ça. Puis, Donc le fait que tu sois déjà placé dans une entreprise, ça peut aider. Par exemple, si je peux donner un exemple, ça va être avec genre Desjardins. Desjardins, ils ont un programme jeunesse, donc tu peux rentrer travailler à Desjardins en tant que, je sais pas moi, genre une personne qui va répondre aux appels et tout. Mais après, tu peux faire tes études, tu peux évoluer. Après, tu peux évoluer dans l'entreprise de Desjardins. J'en ai connu plein de gens qui ont fait ça. Ils ont commencé comme dans un petit travail, après ils ont évolué dans leur travail. Donc ça peut être très intéressant. puis est-ce qu'il y a des entreprises qui sont plus populaires pour les stages? Pas forcément, parce que c'est pas tout le monde qui a des stages. Donc Ok. donc vraiment, c'est sûr que tu as des entreprises que si tu les as en stage, tu as littéralement gagné le jackpot. Si tu travailles chez Microsoft, Facebook, Google, Shopify, c'est sûr que ça brille sur le CV. Et que surtout, je suis jaloux de vous.
Genre, et même des compagnies connues en tech, il y en a. Donc, à partir du moment que t'as un stage dans une compagnie connue, je trouve que c'est le Graal que tu peux avoir, je pense. Est-ce que d'une certaine manière, on peut se dire que si tu arrives à trouver un stage, tu arrives techniquement à te trouver directement un emploi? Ça va dépendre, comme j'ai dit, de ta performance. Donc, c'est pas parce que yes, j'ai été accepté un stage chez Microsoft que forcément tu vas continuer chez Microsoft. Il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Tout va dépendre de ta performance en tant que telle. Tout va dépendre si tu as su épater les recruteurs et tout. Donc, ça va être vraiment ça. Donc, moi, je vous dis, quand même, faut travailler. Faut travailler, faut être à l'affût. Est-ce que c'est un programme qui est relativement difficile Quand en même. logiciel? En vrai, ce que je dirais par rapport à génie logiciel, c'est que vous avez intérêt à aimer vous avez intérêt à aimer ce que vous faites. Parce que je vous jure que parce que ça c'est genre c'est connu. En gros, il faut savoir que génie logiciel, software engineering ou bien computer science, c'est le programme où il y a le plus de drop-out. Et genre c'est normal parce que c'est un programme où qui qui est dur au fond. Et la seule raison pourquoi il y a des gens qui persistent, il y a des gens qui continuent de faire une carrière dedans, c'est parce que c'est des gens qui aiment ce qu'ils font, tout simplement. Donc c'est des gens qui sont trouvés cette passion, qui aiment bien ça et qui au final ça les motive de jour en jour, tout simplement. C'est qui les élèves qui réussissent le mieux dans le programme? Les élèves qui réussissent le mieux dans le programme, je dirais vraiment ceux qui travaillent dur et surtout ceux qui savent ce qu'ils font. Donc, parce que faut savoir que généralement, il y a des gens, certes, vas-y, peut-être ils vont réussir, mais généralement, ils savent pas réellement ce qu'ils font. Ils vont juste suivre un cours parce que ils vont juste suivre un suivre ce que le cours dit et that's it. Mais il faut savoir que les personnes qui vont réussir, généralement, c'est des gens qui sont généralement autodidactes. Parce que, certes, comme plusieurs domaines, je dirais que le génie logiciel, c'est un domaine où tu dois constamment évoluer. Il n'y a pas de pic, il n'y a pas de j'ai appris une seule manière, c'est tout. Non, tu dois toujours apprendre, tu dois toujours être à l'affût, tu dois toujours être au courant des nouveautés technologiques qui arrivent. Tu dois pas. Tu dois toujours être au courant des nouveautés technologiques qui arrivent. Donc tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle, tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle qui est lié avec la programmation, il faut que tu saches. Tout ce qui est nouveau framework de langage, il faut que tu le saches. C'est des trucs, genre, c'est sûr que tu vas pas être expert dans tout. C'est pour ça, à un moment donné, aussi, il faut bien aussi savoir choisir ses spécialités, mais il faut aimer ce que tu fais. Si tu es une personne, t'es, genre tu fais ça, on va dire, genre tu fais ça d'un 9 à 5, c'est pas un 9 à 5, c'est vraiment un truc journaliste, ça va devenir ta vie. Et est-ce que tu vas accepter que ça devienne ta vie, genre, tout simplement. C'est ce que je dirais. C'est les gens qui acceptent que ça devienne leur vie parce qu'ils aiment ça. Est-ce qu'il y a une difficulté en tant que telle qui est vraiment flagrante dans le programme? Une difficulté en tant que telle, ça va être certains cours, et notamment un cours qui, à chaque fois qu'on en parle, c'est comme si tu mentionnais le diable en personne. C'est structure de données et algorithmes. Ce cours-là, je pense que c'est le cours peut-être le plus difficile qui est là dans le programme. Moi, je ne l'ai pas encore eu et j'en entends des échos et franchement, j'ai peur, hein. J'ai un ami qui a Concordia qui a passé le cours. Il l'a fait en été en plus. Je le voyais quand il me parlait de ça. Tu sentais que le frérot, il allait pas. Genre, voilà, c'est vraiment ça ce que je dirais. T'as quand même des cours qui sont quand même difficiles. Tu sais, le stéréotype des gens qui sont en génie logiciel, c'est qu'ils passent beaucoup de temps sur les ordinateurs. Tu sais, toi, à peu près, combien tu dirais que par jour, tu passes de temps sur ton ordi? Par jour, je dirais quand même un bon. Je me trimballe toujours avec. Donc, je dirais quand même un bon 4-5 heures par jour. Ça, c'est les journées où est-ce que je programme pas. Et les journées où est-ce que je programme, je passe ma vie sur l'ordinateur. Mais après, ça me dérange pas tant. Est-ce que c'est comme des heures consacrées à l'étude? Tu te pratiques, tu programmes? Bah, généralement, quand tu passes du temps, c'est vraiment soit de la programmation, soit bien de l'étude. Donc, des fois, je vais passer des heures, soit pour revoir les PowerPoint de mes cours de maths et tout. Ou bien d'autres fois, ça va être vraiment juste où est-ce que je vais être là en train de programmer, en train de faire des trucs un peu à gauche, à droite. Quelles sont les perspectives que tu peux avoir après avoir fait le bac? Tout ça, ça va dépendre des spécialités que tu as pris. Tout ça, ça va vraiment dépendre de tes expériences passées aussi. Premièrement, c'est sûr que tu peux être en ingénieur logiciel, donc ingénieur logiciel junior. Tu peux commencer par ça. Mais comme j'ai dit, tout va dépendre de tes spécialités. Par exemple, il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se spécialiser en analyse de données. Ils peuvent devenir ce qu'on appelle des data analysts. Ils peuvent travailler, que ce soit
soit pour des groupes financiers, ou bien il peut travailler soit pour des groupes financiers, ou bien travailler pour des clubs, par exemple. Par exemple, genre, je pense vraiment à des clubs de foot ils vont prendre genre des données, par exemple, genre quand un joueur il va jouer, des trucs du genre, ils vont faire des analyses, tous les trucs de expected goals et tout, les stats. Genre, si vous regardez, je sais pas si vous regardez un peu de foot, un peu de soccer, quand vous rentrez dans les applications, il y a les trucs de expected goals, toutes les statistiques comme ça. C'est des statistiques qui ont été faites par des data analysts et ça découle un peu de génie logiciel. Tout va dépendre de. Il y en a d'autres qui vont faire genre spécialité en intelligence artificielle. Donc, eux, ça va être vraiment des gens qui vont être spécialistes en machine learning et tout. Mais après, pour intelligence artificielle, ça va être vraiment, faut faire un master pour bien travailler en génie logiciel. Donc c'est ça le truc. Le truc, c'est que, genre, certes, le marché du travail, il est quand même dur, c'est sûr. Mais comme j'ai dit, c'est votre expérience qui va parler. Généralement, les gens qui sont là, qui disent ouais, il n'y a pas de truc dans le marché du travail. Quand tu leur dis ouais, vous avez fait quoi comme projet à côté? Ouais, c'est quoi les choses que tu as fait durant ton truc? Ils ont rien de quoi. Ils ont rien forcément de quoi montrer. Généralement, les gens qui ont fait des choses à côté, à part les trucs de l'école, ils trouvent du travail. Il n'y a pas de. Parce qu'ils sont actually compétents. Genre. Donc là, par exemple, tu termines ton bac. Est-ce qu'il y a des possibilités d'aller travailler à l'extérieur du Québec? À l'extérieur, pas juste à l'extérieur du Québec, tu peux travailler à l'extérieur du Canada, même dans des pays européens et tout, même dans des pays du Golfe. Donc tout va dépendre peut-être savoir la langue en général. C'est sûr que le processus de recrutement il va être beaucoup plus compliqué par rapport. Donc c'est sûr qu'à un moment donné, c'est mieux quand tu rentres dans le marché du travail d'avoir ta première expérience ici. Mais reste que après, quand tu deviens un senior ou bien quand tu deviens un chef de gestionnaire de projet, tu peux te développer et travailler ailleurs partout dans le monde. Hein. Et surtout, et surtout que c'est un travail que tu peux faire de manière hybride. Donc ça peut être très, très intéressant. Tout va dépendre de comment tu négocies en fait. Est-ce que si tu termines ton bac, est-ce qu'il y en a beaucoup qui pensent à faire la maîtrise pour aller chercher de meilleurs avantages? Ou tu sais, la majorité, si je prends le bac et je vais travailler? Quand même, il y en a beaucoup qui font juste le bac et qui vont travailler. Mais après, comme j'ai dit, ceux qui font. Parce que après que tu as passé 4 années de bac, je pense pas que tu as envie de retoucher à ne serait-ce un cours. Mais il y a quand même des gens qui font quand même une maîtrise dans ces domaines-là. Et quand ils vont chercher la maîtrise, déjà, ils peuvent travailler. Ils peuvent déjà commencer à travailler en tant que chargé de cours à l'école. Donc c'est ça le truc. Parmi les opportunités de travail, tu as aussi les opportunités de travail quand tu es à l'école directement. Par exemple, genre quand tu es dans le bac, par exemple, genre, il y a beaucoup de chargés de TP, donc les chargés de laboratoire, c'est tous des gens qui sont en troisième ou bien en quatrième année à l'université, qui vont donner les TP, qui vont faire les cours de TP à l'université. Donc c'est vraiment ça. Il y en a beaucoup pendant qu'ils vont faire leur maîtrise, ils vont donner des cours aux personnes qui sont au CUT, etc., etc. Donc c'est ça le truc. Genre plus tu montes dans la hiérarchie, mieux c'est, je dirais. Ok. Puis, tu sais, tu viens de mentionner un petit détail que j'avais oublié, mais comme le bac, il se fait en 4 ans, Ouais. mais est-ce que ça inclut l'année préparatoire? Non, ça inclut pas. À ETS, ça inclut pas l'année préparatoire. C'est bac 4 ans. Que tu sois à Poly, que tu sois à Concordia, que tu sois à ETS, le baccalauréat dure 4 ans. Puis ça veut dire, Juste qu'à ETS, quand tu rentres dans le bac, tu as une année de plus, donc au final, tu passes 5 ans ok, 5 pour. ans. Ouais. Ok, waouh. C'est quand même, c'est Non, beaucoup. mais ça va. Ça Donc va. là, tu fais ta première année préparatoire, tu fais tes 4 ans. Est-ce que c'est comme un peu, tu sais, HEC, tu as un tronc commun, puis après tu fais une spécialisation, ou c'est 4 ans de 100% juste du génie logiciel? Non, il y a quand même. C'est pas. Après, je sais pas comment HEC ça marche. Genre, moi, je pense que HEC, vous êtes tous dans le même programme. C'est ça. Donc on est Bah, tous la même classe, le même groupe, tu sais, on fait ouais, tous les mêmes cours. il y a quand même un tronc commun. Autrement dit, c'est sûr que tu vas avoir des cours en commun avec des personnes qui sont dans d'autres génies. Ok. Ça, c'est sûr. Parce que comme il y a quand même genre certains cours physique 332 en génie mécanique, physique 332 en génie logiciel, ben, dans tous les cas, ça reste physique 332. Donc, sûr, tu vas te trouver avec des gens qui sont en génie mécanique et tout. Mais sûr que plus tu spécialises, plus que tu vas être avec des gens en génie logiciel directement. Ok. Donc, ça va être vraiment ça. Genre, c'est ce que je dirais. Est-ce que c'est facile de se trouver un emploi? Chaud. Quand même chaud. Parce que pour le moment, c'est. Il y a eu comme une sorte de bulle pendant un moment, ça baisse. Mais comme j'ai dit, genre, c'est chaud. C'est pas au niveau. C'est vraiment vis-à-vis que si t'as rien fait. Genre, c'est plus autant accessible qu'avant. Avant, peut-être tu voulais juste littéralement rien faire sur le côté. Vu que t'avais le diplôme, c'était assez. Maintenant, non. Là, juste, on demande beaucoup plus, tout simplement. C'est ce que je dirais.
Est-ce que tu connais un peu l'échelle salariale qu'un jeune diplômé qui vient de finir l'université peut essayer d'atteindre? Ben, généralement, l'échelle quand t'es en junior, généralement, c'est 90 000, 100 000 l'année. Puis plus le temps passe, plus ça augmente, je dirais. Puis est-ce qu'il y a comme tu sais, des avantages, des bonus, on va dire, des choses qui font Bah en oui. sorte que tu as un meilleur salaire? Déjà, premièrement, c'est sûr que tu peux négocier ton salaire. Généralement, quand t'es l'ingénieur indispensable dans une entreprise, l'entreprise, elle t'arrose. Donc, essayez de devenir les ingénieurs indispensables dans votre entreprise. Donc, ça va être vraiment ça. Tout va dépendre de toi et tes compétences. Genre, c'est pas n'importe quel, c'est pas tout le monde qui a le même salaire. Dans une entreprise, c'est pas tout le monde qui a le même, c'est pas tous les ingénieurs qui ont le même salaire. Les ingénieurs que tu sais que, tu sais que t'en as besoin, ils sont là et ils gagnent très bien leur vie, tu vois. Mais reste que quand même, quand t'es ingénieur, tu gagnes quand même très bien ta vie. Et que surtout, moi, ce que je dirais que pour ingénierie logicielle, ce qui est très intéressant, c'est que faut voir aussi le côté entrepreneurial du truc. C'est que d'un côté, tu développes. D'un côté, certes, tu peux travailler pour une compagnie et tout, mais il y a quand même, genre, vu le fait que tu sais comment développer une application, puis une application a un but précis, et que tu développes et que tu développes genre toute l'architecture derrière, bah, tu peux lancer toi-même ta propre entreprise. Et je pense que, et c'est ça ce que la plupart des gens font, enfin, il y a des gens qui lancent des startups. Ils ont vraiment des startups qui vont être quand même basiques, qui répondent quand même à un but simple. Et après que les gens ils vont voir, ils vont les revendre à je sais pas combien. Donc, ouais, genre, pas parce qu'il n'y a pas d'opportunité de travail que forcément t'es juste condamné, c'est faux. T'as un savoir, faut que tu saches comment l'utiliser. Il faut que tu développes des compétences qui vont te rendre utile. Voilà, c'est ce que je dirais. Tu sais, là, tu m'as dit que le génie logiciel, ces dernières années, ça a atteint comme un pic parce que tout le monde est rentré d'un coup dans le programme. Est-ce qu'il y a des programmes où est-ce que c'est l'opposé? Genre, ils sont beaucoup plus en demande en génie. Euh, En vrai, ça, je saurais pas beaucoup plus dire parce que quand même tous les domaines en génie sont quand même en demande. Même si en génie logiciel, là, ça baisse un peu la demande, reste que la demande, elle est quand même là. Juste on demande de la compétence, on va dire ça comme ça. Mais genre vraiment, ça va être quoi? Ça va être plus des domaines, soit comme j'ai dit, donc domaine génie industriel, des domaines de génie mécanique, eux, ils vont être toujours en constante demande parce qu'il y a toujours de la demande qui est là. Et genre dans tous les cas, le fait que tu es en génie, comme j'ai dit, genre ça, on parle vraiment genre d'un point de vue genre aux États-Unis et tout, mais est-ce que si tu vas dans des endroits, je sais pas, comme en Chine, comme en Malaisie, tu peux quand même avoir des opportunités. Donc c'est ça le truc. Est-ce que quand tu étais durant tes études, ben en fait là en ce moment, est-ce que c'est possible de travailler et en même temps d'être à temps plein? Ouais, moi c'est ce que je fais en ce moment. Et franchement, tout va dépendre de votre organisation. Et je trouve que le fait de vous ajouter une certaine charge, donc de vous dire, ah, je travaille juste après, euh, ah, je travaille, puis juste après, je dois étudier. Et c'est vraiment, j'espère pour vous que votre travail, moi j'ai la chance que mon travail et mon école sont quand même très très proches, sont quand même presque dans le même quartier. Donc pour moi, ça tombe très bien. Et donc le fait que c'est comme ça, ça vous forge une certaine discipline. Puis aussi, ça vous forge à vous respecter votre temps. Parce que après, je parle vraiment, ça va dépendre des avis de chacun. Mais genre moi, par exemple, le fait que je sais que je dois travailler la fin de semaine, plus j'ai mes cours, plus j'ai mes examens qui arrivent, au moins je me planifie beaucoup mieux mon temps. Et surtout, j'optimise mille fois beaucoup mieux mon temps parce que je sais que si je l'optimise pas, je vais être dans la sauce. Donc ça va être vraiment... donc je trouve qu'au final, travailler et faire études, ça optimise beaucoup plus. Mais tout ça, ça va de la vie, ça va de la vie de soi. Ouais. Donc, Tu sais, moi, c'est un truc que même moi, j'ai remarqué sur mon cheminement, en fait, à moi. Mais par exemple, quand j'étais en sciences humaines, première session, j'ai fait de secondaire à, on va dire, sciences humaines. J'avais décidé de pas travailler la première session. Et moi, de mon point de vue, ça m'avait énormément avantagé parce que j'avais commencé avec 8 cours. Et tu étais au secondaire, tu sais pas comment ça marchait, tout ça. Là, je devais m'adapter au système du cégep. Dès que, tu sais, je comprenais un peu comment ça fonctionnait, comment ça roulait et tout, je me dis, c'est bon, je suis prête. Je me prends une job. Puis je trouvais que j'étais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus productif quand j'avais une job que quand j'en avais pas. Parce que tu sais, t'as pas de travail. Tu sais, c'est comme si t'avais tellement de trous, t'avais tellement de périodes libres que tu dis, ah, ben c'est bon, j'ai un examen, c'est bon, bah, je vais étudier.
plus quelques tard. jours, ouais, un peu plus tard et tout ça. Alors que quand tu as un travail, en fait, tu sais que par exemple, du lundi au jeudi, tu as de l'école tous les jours. Vendredi, tu termines à 10h, donc tu as la journée de vendredi de libre. Et samedi, dimanche, tu as aussi de libre. Donc tu te dis, vas-y, je vais dire à mon employeur de travailler le vendredi de midi à 21h et le samedi de 8h à 5h. Donc le vendredi et samedi, tu travailles. Et dimanche, tu es obligé de te le consacrer aux études parce que c'est le seul moment de libre. Alors que si tu te retirais ces journées-là, en fait, à un moment donné, tu fais que te retrouver avec plein de plages de libre à rien faire. Du coup, tu sais, moi, personnellement, je vous dirais, prenez-vous une petite job, que ce soit pour avoir un peu d'argent de côté, de ramasser une expérience, tu sais, de rencontrer du monde, de parler avec des gens, puis tu sais, juste avoir une idée de c'est quoi, tu sais, d'avoir un emploi, en fait. Puis ça Ouais. aide vraiment énormément. Maintenant que je suis à l'université, tu sais, je me rends compte de, tu sais, je peux parler, on va dire, de mes expériences, de mes collègues, de comment je voyais mes gérants, de, tu sais, juste la relation et l'ambiance, ça te donne un gros atout, on va dire, quand tu es à l'université. Là maintenant, tu travailles. Est-ce que quand tu es en bac de génie, tu es obligé d'avoir un travail par rapport déjà au génie? Hein? Genre, tu es en bac de génie. Ouais. Est-ce que tu es obligé en fait d'avoir un emploi qui est déjà par rapport à ce domaine-là, à temps partiel? Ah non, pas forcément. Ok. Donc, moi, le travail que je fais à côté, ben, c'est vraiment un travail qui n'a rien à voir avec génie logiciel. Et franchement, je trouve tant mieux, parce que sinon, je pense que j'aurais pété mon crâne. Donc, euh, donc c'est ça. Donc, je trouve que c'est quand même un truc. Ouais, c'est quand même bien d'avoir un travail à côté plus l'école, parce qu'au final, ça te fait optimiser ton temps, tu gagnes de l'argent, et surtout, tu dis qu'il faut pas que tu niaises, parce que si tu niaises, tu as non seulement raté tes cours, et encore rater ses cours, c'est rien. Voir 2300 $ volés sans rien, Ouais. voir 2300 $ que tu as payé de ta poche comme ça, volés sans qu'ils servent à grand chose, ça fait plus mal que tout, je vous le dis. Ouais. Donc voilà, franchement, je vous le dis, travailler. Tu viens d'en aborder un peu brièvement, mais ça coûte combien d'étudier une session à ETS? Ben, moi, généralement, je prends genre 4 cours, 4 5 cours. Ça me revient à quand même, ouais, ça me revient quand même à 2100 $. Ça encore, parce qu'après, tu peux retirer certains frais et tout. Donc, moi, des fois, il y a des frais, par exemple, genre, des fois, il y a une assurance étudiante qui vient. Si vous n'avez pas des assurances avec vos parents et tout, je vous dis, gardez l'assurance. Assurance dentaire, vous avez 1500 $ pour faire toutes vos réparations sur vos dents, plus. Plus assurance santé, donc tout ce qui est genre si vous avez besoin de médicaments et tout. Ouais. Et Si assurance des yeux aussi. assurance des yeux aussi, vous pouvez passer les traitements pour les yeux et tout. Ouais. Si vous n'avez pas d'assurance avec vos parents, gardez l'assurance. Mais si vous êtes déjà assuré par vos parents, par le biais de leur travail, enlevez 159 $ là, Ouais. on peut les mettre ailleurs. Moi, c'est. Comme Moi, c'est. après les 159 $, tu peux les mettre, par exemple, tu peux payer dans d'autres trucs. Par exemple, moi, je paye le gym à ETS. Genre, j'ai accès, il y a tout un gym en haut, j'ai accès. Et genre, si tu payes, c'est quoi? C'est 60 $ la session. Et franchement, c'est quoi ça? 60 $ la session, ça revient à 15 $ le mois. Ah, c'est bien. C'est beaucoup moins cher que comparé à d'autres trucs. Plus, t'as des bonnes machines, il n'y a pas forcément beaucoup de gens. Ben, il y a quand même des gens dans les heures de pointe, mais reste que le fait que tu peux avoir accès genre jusqu'à 23h le soir, c'est. Quand tu es dans le campus, limite, vous allez vous retrouver à passer votre vie dans le campus. Moi, c'est ce que je fais. Je rentre chez moi que pour dormir. Puis par exemple, d'autres frais qui sont liés à ETS durant tes études, là on parle de. Est-ce que tu as comme des outils à acheter, du Oui. matériel? Après, je suis en train de penser à amener l'outil. Mais, à ETS, surtout quand vous faites beaucoup de maths, beaucoup de physique, il y a un outil que vous devez avoir et que c'est vraiment l'outil le plus indispensable. Et vous devez l'avoir limite religieusement, je dirais ça comme ça. C'est la TI Inspire CX-CAS 2. C'est une calculatrice graphique qui coûte 200 balles. Et franchement, cette calculatrice graphique, elle change la vie. Vraiment, j'aime trop cette calculatrice graphique. Si je peux l'amener, je peux la montrer un peu, ça ressemble à quoi? On va éviter, c'est bon, d'accord, merci. Est-ce que tu as genre des blouses, tu sais, des cahiers, Ben, ordinateur? ordinateur, oui. Ben, si tu vas en génie ciel, il faut quand même un ordinateur qui performe. Généralement, vous pouvez prendre un Mac pour programmer.
Mais s'il vous plaît, respectez les gens. Donc prenez pas de Mac si vous partez en Ginilogue. Prenez un ordi qui a quand même assez de performance. Vous pouvez, le Mac, il est quand même très bon. Surtout les plus récents, les Mac M2 et tout, vous pouvez quand même programmer. Mais est-ce que je trouve que c'est quand même beaucoup plus limitant comparé juste à Windows où tu peux littéralement tout faire. Et que surtout que si tu veux, tout va dépendre de votre spécialisation. Si vous voulez faire juste des applications mobiles et tout, partez sur Mac. Bienvenue dans votre nouvelle galère et tout. Mais généralement, quand tu as un ordi Windows pour programmer, t'as le meilleur de tout. Généralement, il y a même des gens, ils prennent des laptops, genre, ils prennent des laptops genre gamer un peu, mais au moins que des personnes qui connaissent genre les spécifications qu'il y a à l'intérieur. Puis des fois, ils vont mettre un autre système d'exploitation. Nécessairement, ça va être des gens, tu sais qu'ils veulent prouver, ils veulent mettre Linux à l'intérieur. Mais reste que, quand même, genre, je trouve que pas un laptop, généralement, ça va être l'investissement qu'il faut faire. Il faut très bien choisir votre laptop, renseignez-vous, c'est très important. Ne prenez pas n'importe quel laptop et surtout don't cheap out sur le laptop parce que ça va être toute votre vie. Donc Puis, voilà. c'est à peu près combien que ça coûte un ordinateur de telle sorte? Un ordinateur de telle sorte, prévoyez quand même. Vous pouvez trouver des bons deals. Moi, je vous dis les deals avant le début, genre chez Canada Computers. Vous pouvez vous trouver un bon ordinateur à 1200, 1300. Mais quand même, si vous pouvez mettre de 1300 jusqu'à 2000. Après, si vous payez 2000 et plus, vous pouvez. Mais c'est overkill un peu. Mais généralement, si vous visez ce budget-là. 1200 jusqu'à 2000. Vous êtes bien. Puis ce qui est bien, c'est que c'est comme un ordinateur que tu vas tout le temps utiliser. Donc tu sais, Ouais. tu l'achètes une fois, t'as pas besoin de le racheter à chaque Ouais, fois. et surtout, comme je vous dis, genre l'ordinateur, le plus important, ça va être pas tant la marque. La marque, ça va être important. Prenez Asus. Je vous recommanderais Asus. Moi, ce que j'ai, c'est un Gigabyte. Et la seule raison pourquoi je l'ai pris, parce qu'il avait quand même de très bons specs à l'intérieur. Et aussi, il est très solide, très bonne charnière et tout. Donc ça aussi, il faut prendre en compte, je dirais. Est-ce que vous avez beaucoup de cahiers à acheter? Non. Ok. Généralement, moi, ce que je fais pour mes cours, si vous avez un iPad avec le stylet, c'est plus cassé. Hein. Et genre vraiment, même pour les cours de maths ou les cours de physique, ils vont dire ouais, achetez les livres et tout, empruntez-les à la bibliothèque si vous avez besoin d'une version papier. Ou sinon, vous pouvez trouver les versions PDF sur Internet. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Genre. Donc en soi, on est à peu près dans le 1900-2000 par session. Après, tu rajoutes à comme 1200 pour l'ordinateur. Puis 1200 pour l'ordinateur, vas-y, plus 800 pour l'iPad. On va dire, je vais donner moi comme exemple. Ce que j'ai payé, bah, ça dure quoi, les 2000, 2100 par session. Bah, première session, j'avais payé les ordinateurs. Après, quand je suis rentré dans le bac, c'est là que je me suis acheté la tablette. Parce que, genre, quand vous êtes dans le CUT, vous n'avez pas forcément besoin d'une tablette, je vous le dis directement. Genre, ça va être juste un plus qu'autre chose. Mais genre, quand vous avez genre des cours, est-ce que ça des cours de maths et tout, moi je vous dis l'iPad c'est game changer, ça a changé ma vie l'iPad. Donc c'est ça, moi je dirais vraiment c'est au final tu as dépensé sur le matériel, tu as dépensé genre 2000 dollars sur le matériel, si tu mets très bien ton argent, c'est un matériel qui va durer, tu vas durer très longtemps et de l'autre côté bah tu vas payer 2000 la session. Puis genre 2000 la session, ça peut sembler beaucoup, mais je vous genre trouvez-vous un travail, ouais. plus ça va allier le fait. Trouvez-vous un travail durant les vacances, Mhm. travaillez 40 heures pendant 2 semaines, d'accord. Les 40 heures pendant 2 semaines, ça va être assez pour payer la session, je Ouais. dirais. Tu sais, comme moi, la session passée, c'était ma première session à l'université. Puis je savais que pour ma première session, je voulais pas travailler. Genre, je voulais juste me focus voilà, sur la création de contenu, sur mes projets personnels. Mais je voulais pas avoir une job en tant que telle. Du coup, l'été, je m'étais pris 2 jobs. Puis en gros, je faisais du compte jour, du coup, le jour. J'avais ma job, je faisais mon compte jour et tout ça. Je travaillais au centre-ville à Concordia en ingénierie. Et après ça, je terminais. Puis à partir de genre vendredi soir, samedi, dimanche, j'avais ma petite job salaire minimum qui était dans ma ville à Repentigny. Donc, tu sais, ça me permettait d'avoir un double revenu. Tu sais, je sais que c'est un peu intense, mais tu sais, moi, mon objectif, je voulais pas travailler. Donc, je voulais juste me concentrer sur mes études. Ouais. Puis, tu sais, ça m'a permis de comme, oui, je travaillais beaucoup durant l'été, mais j'ai étudié en paix et en sérénité la session passée. J'avais pas à m'inquiéter et me dire, oh, est-ce que je me prends un prêt? Est-ce que je Ouais. dois travailler et tout ça? Donc, c'est un gros avantage. Puis généralement, quand vous partez à l'uni, si vos parents ils étaient quand même bien responsables et qui est instruits financièrement,
ils vous ont peut-être fait un REE, donc qui va financer vos études, vous êtes chanceux. Ou sinon, vous pouvez avoir accès à des prêts et bourses. Alors, si le salaire de vos parents, c'est moins de 100 000 par mois, le salaire de vos deux parents combinés, c'est moins de 100 000 par mois, vous pouvez avoir accès à des prêts et bourses. Donc, vous pouvez les utiliser pour financer vos études et tout. Vous pouvez, comme je dis, vous pouvez travailler temps partiel à côté. Moi, c'est pour ça, moi, j'ai dit, c'est très important d'avoir une technique et après rentrer dans le bac, parce que qu'est-ce que vous pouvez faire quand vous êtes en technique? Ben, vous pouvez Ouais, chercher un travail à temps partiel avec votre technique qui vous paye 25 $ de l'heure ou 22, 23, ben, tout dépend. Tout ouais, dépend. ouais, Tout dépend. Qui vous paye un bon 22, 23 $ de l'heure. Et à côté, vous allez étudier et vous avez les meilleurs des deux mondes. ouais. Donc vous n'avez pas besoin de faire un prêt. Et généralement, quand vous faites un prêt, comme je dis, il y a les prêts bourses, donc vous faites un prêt. Donc quand vous faites un prêt auprès du gouvernement, c'est un prêt étudiant, donc il n'y a pas d'intérêt dessus. Et vous pouvez commencer à le payer jusqu'à genre 6 mois après la fin de vos études. Généralement, moi, ce que je vous dis, le prêt, quand vous recevez les prêts bourses, touchez que la bourse, ne touchez pas au prêt. Gardez le prêt au chaud et tout. Et après, bah, vous allez le payer à un moment donné, puis c'est tout, hein. Voilà. Donc, tu sais, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants, dès qu'il est question d'études, tu sais, ils disent, ah, mais tu sais, je sais pas si j'ai les fonds nécessaires. Et moi, je me rappelle quand j'étais au secondaire, il y en a beaucoup que c'était leur premier frein. Donc, tu sais, ils se disaient, bah, mes parents, ils ont pas cotisé, tu sais, certains quartiers défavorisés. Tu sais, on a cette, comme, pas j'ai envie de dire, genre, idée, mais il y en a beaucoup, bah, que nos parents, bah, ils avaient pas cotisé bah, on était aux études. Du coup, bah, tu te retrouves à payer pour tes études, ce qui est normal pour certaines situations. Et donc, bah, les chocs peuvent s'offrir à toi. Donc, c'est soit bah, tu vas faire ton cégep, t'es étudiant en même temps à temps partiel, donc tu mets un peu de côté tes sous. Sinon, il y a aussi l'alternative, tu fais ton cégep et tu prends soit une session off, soit une année off, où est-ce que tu vas travailler full, tu sais, tu travailles des 40 heures semaine et tu mets ton argent de côté. Mais franchement, tu sais, une session, je pense que normalement, c'est nécessaire pour ramasser de côté. Sinon, bah, bien sûr, tu as l'alternative, où est-ce que tu vas à l'université, tu travailles en même temps. Ou sinon encore, bah, il y a l'alternative des prêts et bourses. Donc, le prêt, le gouvernement te prête de l'argent et après, bah, tu dois le retourner à la fin de tes études. Et la bourse, c'est un montant qui te donne. Mais ce montant, bah, il est différent par rapport à la situation financière de chacun. Donc, bah, moi, je pourrais prendre une bourse, mais tu sais, ma pote qui est avec moi, elle peut avoir un montant beaucoup plus élevé par rapport à sa situation financière, par rapport à ses parents, combien ils touchent, tu sais. Il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu, donc ça fait en sorte que chacun a un montant, on va dire, différent. Est-ce que, ça j'ai posé la question la dernière fois, mais est-ce qu'il y a des bourses pour les filles? Ah, ça, ah. Écoutez-moi bien, en ingénierie, il y a tellement peu de filles que vous avez des bourses, mais illimitées, hein. Vraiment, c'est waouh. Euh, en ETS, tout ce qui est elle est ingénieuse. Donc, vous pouvez avoir les bourses à Poly, vous pouvez avoir les bourses, vous pouvez avoir des bourses partout, à gauche, à droite. C'est fou comment, quand tu es une fille, que tu rentres en ingénierie, tu peux gratter des bourses. Donc, moi, je vous dis, si vous êtes une fille, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Genre, les bourses en ingénierie, c'est pas ce qui manque. Ouais, donc c'est ça justement. Donc si vous êtes une fille, que vous soyez en fait au secondaire ou au cégep, il y a deux moyens en fait par lesquels vous pouvez avoir des bourses. Déjà, si vous êtes dans une technique de génie au cégep, vous pouvez toucher une bourse. Ensuite, bah, tu rentres dans le bac, bah, tu as la chance de toucher d'autres bourses, mais universitaires, donc des montants qui sont même plus élevés. Et bien sûr, bah, si vous rentrez en plus dans le marché du travail, il y a tellement peu de femmes en fait qui sont dans le domaine de l'ingénierie que vous avez une sorte de gros avantage par rapport aux autres personnes parce que bien sûr déjà il y a le quota homme-femme dans les entreprises et en plus bah ça tu sais j'ai parlé avec l'autre étudiant qui était en génie civil puis il m'a dit que bah il y a des employeurs qui préfèrent avoir tu sais des ingénieuses des ingénieurs femmes parce que bah bien sûr ça leur donne tu sais, une diversité puis ça c'est différent dans l'entreprise j'ai envie de dire donc là est-ce que ça veut dire que dans le bac techniquement il n'y a pas beaucoup de filles s'il y a les bourses. Oui, il y a clairement il y a un manque et ça se voit. Et genre par exemple, je parle genre dans les classes généralement, il y a on est on va dire quoi, pour 40 personnes, il y a il y a 35 gars il y a 35 gars pour 5 filles genre. Donc c'est vraiment il y a quand même pas beaucoup. Genre c'est il y a quand même pas beaucoup et en vérité c'est compréhensible. C'est pas chaque fille qui veut devenir une ingénieure, c'est rare même, je dirais. Il y en a beaucoup qui s'orientent plus vers médecine, psycho,
les trucs comme ça, ou bien les trucs de lettres rares généralement, je trouve, parce qu'il y a beaucoup plus de filles que de gars. Donc c'est vraiment ça, je dirais. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton expérience d'étudier à ETS? Moi, je trouve que mon expérience à étudier à ETS, je trouve elle est quand même très bien. On a quand même un bon campus. T'as plusieurs endroits où tu peux aller étudier. Bon, généralement, il y a la bibliothèque, mais vas-y, la bibliothèque, parfois, elle est trop. Surtout quand c'est les midterms un peu, c'est un peu trop rempli. Mais quand même, t'as plein d'autres coins à côté. Il y a quand même genre il y a une bonne ambiance en général. Il y a les clubs étudiants. Ah oui, ça, comment j'ai oublié de parler de ça. Les clubs étudiants. Vraiment. euh, Tu vois, quand je vous parlais d'expérience, de compétences et tout, allez dans les clubs étudiants. Et genre, je sais que plusieurs personnes, que ce soit des. Ça, je parle, et ça, ce message, je le vise vraiment pour des personnes qui sont je vais le dire, de notre communauté en général. Parce que généralement, quand tu vas dans les clubs étudiants, vraiment, il y a que des Québécois et tout. Mais je vous dis, les rebeux, ayez la vision sur les clubs étudiants. Parce que les opportunités que ça ouvre, vous ne réalisez pas. Genre, le fait d'être dans un club étudiant, tu es là, tu participes à soit des hackathons, soit tu fais euh, soit des fois, genre quand vous êtes en génie mécanique, vous devez participer dans un club où est-ce qu'ils font une voiture genre une voiture de course, bah, les formules, bah, c'est des voitures électriques de formule. On a d'autres qui font des motos électriques. Je vous jure, c'est des trucs où est-ce que vous passez quand même votre temps. Genre limite, vous disiez, ouais, je travaille gratuitement, mais le nombre de portes que ça vous ouvre, vous faites un portfolio de malade, ça vous aide à voyager, à vous ouvrir des portes, à développer votre réseau, vraiment, et la vision sur les clubs, je dirais. Du coup, tu kiffes en fait ETS. Je kiffe ma vie, vraiment, je suis là dans un endroit que j'aime, c'est très bien placé, genre l'emplacement est très bien, je suis proche du centre-ville, donc j'étudie, comment ça s'appelle, je peux visiter d'autres campus universitaires juste à côté si je veux. J'ai mon propre campus, les campus ils sont beaux, tu rentres dans les classes, les cours ils se donnent bien. En plus, surtout, il y a quand même la communauté ETS pour savoir pour les profs et tout, elle est quand même très bien active. Euh, L'application, dites-vous, on a une application pour voir nos notes, l'application elle est codée par un club. Donc l'application pour voir les horaires, pour voir ton horaire, pour voir tes notes, pour voir tes trucs, c'est codé par des élèves et ils le mettent sur leur CV, puis ça leur permet d'ouvrir des stages. Et l'application, franchement, quand je vois les gens à l'UQAM, les gens à Pouli, leur système de merde pour voir les notes, et que je vois le mien, je vais vous montrer un peu en rapide. Ah, j'ai pas envie de vous montrer mes notes non plus, parce qu'une note, elle est cataclysmique, mais voilà. Genre ici, t'as tous les trucs auxquels tu peux accéder. Tu peux accéder Attends, à mon lève le Moodle. téléphone un peu. Ouais. Ok, ici, tu peux accéder au Moodle. Ici, tu peux voir toutes tes notes et tout. Par exemple, ça, c'est mes notes en ING 150. J'avais fini avec 80 cette session-là. Tu vois, avec toutes les animations et tout. Ça, c'est fait par un groupe d'élèves. Et Ok. genre, il y a quand même une bonne communauté et tout. Ça s'aide. Je trouve que ETS, je kiffe trop. J'aime mon campus, j'aime l'école, je kiffe. Est-ce que tu peux un peu me parler brièvement des comités qu'il y a à ETS? Si t'en Ça, connais. les comités, c'est les clubs étudiants. Ok. Je vais pas faire le tour complet parce que la vérité, il y en a beaucoup. Mais genre, vas-y, si je peux citer, en tout cas, les plus connus, il y a genre Baja ETS. Eux, ils font genre des voitures qui font des courses eux, ils font des véhicules tout-terrain. T'as comité de Formule ETS, eux, ils font une voiture électrique de Formule. T'en as d'autres qui font c'est Rocket ETS, eux, ils font des fusées. T'en as d'autres qui font des motos. Après, t'en as plein d'autres. T'en as d'autres qui font Apple ETS, c'est eux qui ont codé l'appli que je vous ai montré juste là. T'en as d'autres, c'est Conjure, eux, ils sont beaucoup plus basés sur la programmation de jeux vidéo et tout. Ils font leurs propres petits jeux vidéo et puis participent à des compétitions, tout ça. Il y a le DCI, lui, c'est plus un comité en tant que tel. Tu le rejoins juste pour être au courant des prochains hackathons. Ça, c'est vraiment pour les gens en génie logiciel. Donc, si tu veux participer à des hackathons, généralement, ils vont se passer dans d'autres campus universitaires. Tu participes, tu gagnes, tu cherches des API keys, des sponsors et tout. Genre, les sponsors, ils donnent des défis, tu les fais. Si tu réussis, tu peux gratter de l'argent avec ça. Non, vraiment, en génie, là, vous avez de quoi faire, hein. Moi, je vous le dis. Soyez au courant des campus, soyez au courant des comités. Comme j'ai dit, je vise purement les rebeux parce que
Parce qu'on dirait qu'on n'a juste pas, alors que vraiment, genre, on dirait, je sais pas, on dirait qu'on trouve ça, genre, trop corny, alors que c'est vraiment le meilleur truc. Et nous, on passe juste à côté. Donc, moi, je vous le dis, participez au club étudiant et tout. Puis en fait, comment t'es supposé trouver ces comités? Est-ce qu'il y a des pages? Ils Bah, viennent te généralement, voir? généralement, au début de chaque session, surtout les sessions d'été, c'est pas session d'été, je veux dire, session d'automne. T'as les, il y a comme pendant un moment, il y a comme une présentation de tous les clubs étudiants. T'as les clubs qui font de la mécanique quantique qui font de programmation avec les ordinateurs quantiques, parce qu'à ETS, c'est un ordinateur quantique, ça je savais pas, je l'ai appris récemment. Il y a, il y a un club qui s'appelle Algo ETS. Eux, c'est vraiment pour les. C'est vraiment le mélange des gars HEC et ETS, hein. Les finance bros qui font des algorithmes pour que ça achète et que ça vend au bon moment, hein. C'est pour faire du trading. Il y a ça. Il y a ça, il y a plein. En vrai, il y a quand même plein de clubs étudiants. Il y a des clubs étudiants qui font des trucs humanitaires aussi. Il y a des clubs étudiants. Où est-ce que c'était quoi? Attends, c'était un truc de robots. Ou est-ce que c'est des robots qui jouent au foot? En gros, ils programment des robots pour qu'ils jouent au foot. Ok, wow. Ouais, genre, ils participent à des compétitions et tout. Eh, je te jure, c'est trop fou. Un jour, faut que tu viennes à ETS, je te montre. Puis Hein. est-ce que, tu sais, ton ambiance générale à ETS, en fait, est-ce que c'est facile de socialiser et de se faire des potes? Je trouve quand même, ouais. Je trouve que c'est quand même. Parce qu'en rendu à l'université, que c'est. Genre, tout le monde, il a un background un peu quand même différent. Genre, des fois, tu vas te retrouver avec tes personnes. Donc tu vas facilement sociabiliser, je trouve. Et parfois, vous sociabilisez parce que vous passez tous par les mêmes galères, je dirais ça comme ça. Genre, généralement, moi, par exemple, la plupart des amis que j'ai maintenant à l'université, c'est tous des amis que je me suis fait au CUT. Et une des raisons pourquoi, parce que déjà au CUT, on est tous. Généralement, quand tu es dans un groupe, vous êtes tous dans le même groupe. Ça fait en sorte qu'à un moment donné, tu stabilises avec des gens, tu fais des connexions, tu fais des trucs. Puis il y a des gens avec qui ça match vraiment bien, avec qui quand vous faites des travaux d'équipe, ça va vite. Donc sûr qu'au final, vous créez des bonnes connexions, je dirais. Donc ouais, ça fait logique. Je trouve que c'est beaucoup plus facile de se stabiliser, genre. Puis les profs, tu les trouves comment à ETS? Les profs, ça j'y arrive. Les profs, moi je vous dis, les profs c'est quand même, il y a des bons, il y a des mauvais, c'est comme un peu partout. Mais moi ce que je vous dis, renseignez-vous toujours sur Rate My Teacher. Ça n'a jamais trahi personne, hein. Moi je vous dis, cette année, cette session je veux dire, vous allez avoir un prof, j'ai vu les commentaires dessus, heureusement j'ai fui, hein. Hop là, changement de direction, je suis parti vers deux autres profs, je pense que c'est les deux meilleurs profs que j'ai, tu vois. Donc c'est ça, moi je trouve que c'est quand même, pour les profs, il y a des très bons, il y en a ceux qui resteront jamais, à jamais dans mon cœur, tu vois. T'en as d'autres qui sont quand même très mauvais, mais moi comme je l'ai dit, c'est vraiment, en fait, tout va dépendre de vous, en vérité, je vais pas vous mentir. Parce que moi il y a des profs que moi je trouve très bien, que si j'en parle, il y aura des gens qui vont écrire, ils vont dire ouais mais ce prof là il pue sa mère, qu'est-ce que tu me racontes? Donc c'est vraiment ça je dirais, faut voir. Est-ce qu'il y a, tu sais, j'ai envie de dire, un élève typique en génie logiciel? Genre, est-ce que moi, je suis en sciences nat, je suis au cégep, je sais pas si génie logiciel, c'est fait pour moi. Toi, c'est quoi les traits que tu retrouves dans à peu près les gens de ta classe? En vérité, il n'y a pas de trait, hein. On est tous différents. On est tous avec notre background. On est tous avec notre background. Puis il n'y a pas de truc élève type. Tout le monde y a accès. Bah, sur les points communs, c'est que c'est des gens qui s'y connaissent en maths. C'est des gens qui sont quand même une pensée beaucoup plus rationnelle, on va dire ça comme ça. Et c'est des gens généralement, qui aiment ce qu'ils font. Généralement, moi, je sais pas, moi, il y a des gens dans ma classe, frère, c'est des gens, ils ont 30 ans, ils ont décidé de refaire leurs études parce qu'ils ont dit pourquoi pas. T'en as d'autres, c'est des collègues, c'est des bons avec qui je rigole, avec qui on parle de foot, mais quand il s'agit de travailler, on travaille. Il n'y a pas forcément d'élèves type, et ça, on se rend compte vraiment quand on va, quand tu vas dans n'importe quel truc, dans n'importe quelle école d'ingénierie, hein. Tu vas à Polytechnique, tu vas voir que tout le monde est différent. Quand tu vas, quand tu vas à ETS, c'est la même chose. Quand tu vas à Concordia, c'est la même chose aussi. Donc non, il n'y a pas. Enlevez-vous cette image de cliché, élève type et tout. Non, ça c'est vraiment des images en tant que telles. Et genre au final, tout le monde est admis, tout le monde a son propre background, tout le monde a un but en particulier dans la vie. Et tout le monde. C'est tout. Tu peux être en accord avec des personnes, d'autres avec qui tu vas pas tant sociabiliser, mais c'est pas tant un problème. Genre. Finalement, est-ce que tu pourrais me dire tes trois conseils que tu donnerais à un étudiant qui va rentrer en génie civil? Génie civil, Génie logiciel. génie logiciel. Je dirais, au moins, moi ce que je dirais, c'est au moins apprends les bases de Python.
Donc, au moins, apprends à programmer. Gros, c'est des tutoriels sur YouTube. Genre, vraiment, tu prends un tutoriel sur YouTube, il t'explique la base de chez base. Ça te forme assez bien pour. Ça- tu comprends cette base-là, ça va t'aider pour beaucoup plus, ça va te donner un peu d'avance. Deuxième truc, je dirais, une personne qui a envie de rentrer en génie logiciel, assure-toi que c'est vraiment ce que tu aimes faire. Tu vois, c'est pour ça, moi, je vous dis programmer un peu avant, juste pour voir. Et que surtout, genre, je dirais, ouais, ça, je dirais, il faut vraiment être passionné. Il faut vraiment aller, euh, y aller avec la passion parce que si tu n'aimes pas, tu vas pas tenir. Ok. Finalement, est-ce que tu voudrais dire ton message à la caméra pour les futurs étudiants qui vont rentrer en génie logiciel? Génie logiciel, je vous dis, premièrement, je vous dirais bon courage parce que c'est quand même pas facile. Deuxième truc, assurez-vous. euh, en vrai, je sais pas, je lui dirais des choses il va peut-être pas comprendre maintenant, mais qu'il va comprendre quand il va rentrer. Tu vois, je dirais euh, apprenez à comment faire des git push et des git main. Et ce que je dirais aussi, c'est que même avec 40 ans d'expérience, vous ne saurez toujours pas comment centrer un div en HTML. Voilà, tout ce que je dirais. Ça, c'est des choses que peut-être maintenant ils comprendront, après ils vont comprendre. C'est bon, c'est parfait. Bah, merci Amine de m'avoir accompagné durant ce podcast pour le Ça fait programme plaisir. de génie logiciel. Je suis très contente d'en avoir appris autant que vous sur ce programme. Je tiens à vous remercier d'avoir écouté tout ce podcast avec moi et d'en avoir appris un peu plus. Et je vous souhaite un très bon courage dans vos études pour les futurs étudiants qui vont être en génie logiciel. Bon courage.